Bien, eh bien, je suis avec Jacqueline Lalouette, qui vient de publier aux éditions Mar et Martin ce pavé intitulé Un peuple de statues. Les bons livres ont des bons titres, et ce titre est évidemment très parlant, puisqu'il va bien s'agir de... Jacqueline Lalouette est historienne, il va bien s'agir de raconter l'histoire d'un peuple, hein, et l'histoire c'est la science des hommes dans le temps, donc pourquoi pas ce peuple particulier qui est ce peuple à la fois immobile et présent des statues en France. Ce n'est pas dans le titre, mais au bout de 15 ans, Jacqueline n'a pas souhaité élargir son travail à l'ensemble des pays européens ou de la planète. Et donc moi, j'avais un petit peu peur quand Jacqueline Lalouette m'a dit qu'elle faisait ce livre, d'avoir un coffee table book, un beau livre avec des très belles illustrations, et puis au fond, quelques phrases de ci, de là, disant de quoi il s'agissait. Je ne dis pas que c'est le contraire, car les illustrations sont essentielles, tu nous en parleras sans doute, mais c'est d'abord un livre d'histoire, je crois. Alors, est-ce que tu peux nous dire, au fond, d'où vient à la fois cette tentation, et puis ce qu'a été ce périple avec tes hommes et tes femmes de bronze et de pierre? Alors, la tentation, je crois qu'elle vient de deux origines, de deux attraits. Un attrait personnel que j'ai toujours eu pour les statues depuis mon enfance à Dijon, où j'aimais bien regarder les statues. À dire vrai, les premières statues qui m'ont fascinée dans ma vie sont des statues de lions et non pas des statues de grands hommes. Mais très vite, je suis passée des statues allégoriques aux statues de grands hommes. Et puis, quand j'ai commencé de travailler avec Maurice Agulon, mon intérêt pour la statuaire publique a convergé avec le sien. Et sur les figures, les représentations. Sur les figures, les représentations. Bon, lui, c'était la République, c'était Marianne. Mais il a qui est présente, d'ailleurs. Oui, oui. Ici, un peu. Elle est présente indirectement par le biais des statues républicaines, mais aussi qu'en tant que statue allégorique, elle accompagne des figures, effectivement, de grands hommes. Et ce n'est pas totalement rare. Et donc, il y a eu cette convergence affective, en quelque sorte, et intellectuelle. Et après avoir travaillé sur un certain nombre d'autres sujets, cette idée de faire un livre sur la célébration sculptée des grands hommes, qui est le sous-titre, cette idée mûrissait dans mon esprit. Et puis, pendant tout ce temps-là, j'ai accumulé des cartes postales, et puis j'y pensais. Et puis, un beau jour, je me suis dit, bien, il faut que de l'intérêt et de l'attrait, je passe à un vrai travail. Et ce vrai travail, une fois que le projet a vraiment pris corps, ce vrai travail a duré effectivement une quinzaine d'années. Alors, et il n'y a pas eu des nouvelles statues construites pendant ces 15 ans? Ça n'a pas arrêté. C'est pourquoi ce livre a pris plus de temps que je ne l'imaginais à l'origine et a porté sur beaucoup plus de statues, parce que d'une part, je n'arrivais pas à m'arrêter, et puis parce qu'il y avait toujours une nouvelle statue. Depuis les années 2000, on a inauguré beaucoup de nouvelles statues en France, et à chaque fois que j'apprenais que je savais qu'il y avait l'inauguration d'une nouvelle statue, ça relançait mon intérêt, et ça m'empêchait encore plus de mettre un stop, de m'arrêter en quelque sorte. Alors, pour connaître ces statues, bon, d'abord, il y a les statues elles-mêmes, donc la découverte sur le terrain directement. Et là, je suis très reconnaissante envers le photographe, Gabriel Bouillet, parce que il faisait pour moi, sur mes crédits de l'Institut universitaire de France, il faisait des tournées de statues par 2 ou 3 départements à la fois. Donc c'est des photos inédites. Hein. Oui, il y a les cartes postales, et puis il y a ces très belles photos, souvent en pleine page. Et donc moi je lui disais que dans tel département et telle ville, il trouverait telle ou telle statue, mais il m'en a trouvé pas mal de lui-même, et notamment des petits bustes de maires ou de conseils généraux en cours de route, dont je n'avais pas entendu parler. Donc la recherche sur le terrain est absolument indispensable. Alors, outre la recherche sur le terrain, il y a effectivement
toutes les cartes postales au début du XXe siècle et pendant plusieurs décennies, on a quand même beaucoup représenté par carte postale les statues, et c'est particulièrement important quand il s'agit de statues qui ont été refondues sous Vichy et qui n'ont pas été refaites. Alors par ailleurs, il y a bien sûr toutes les archives municipales, départementales, nationales, qui permettent de connaître l'origine des projets, la composition des comités de souscription, de patronage, d'inauguration, de savoir quelles étaient les personnalités présentes lors des inaugurations, d'avoir le récit des inaugurations. Il y a pas mal de revues ou de grands magazines qui mentionnaient les inaugurations de statues, par exemple. Je suis absolument désolée. Par exemple, l'illustration, le Monde illustré publiait très régulièrement des inaugurations, des récits d'inauguration avec des gravures, des dessins, plus tard des photographies, les revues spécialisées. Par exemple, le Ménestrel pour les statuts de musiciens. Et puis, on a aussi le spectateur militaire, statut militaire, etc. Et puis, il y a quand même un certain nombre de travaux monographiques qui ont été faits, soit à partir de la statuaire publique dans les villes. Par exemple, il y a des villes qui sont bien couvertes, comme Nantes, Rouen, Caen, ou des études monographiques à partir des sculpteurs, les catalogues raisonnés. Oui, ça, du côté de l'histoire de l'art, l'histoire de la sculpture. Donc, on a à la fois bien dans cette histoire des représentations, tu as cité Maurice Agulon, et souvenons-nous qu'un de tes livres, c'est sur les jours de fête. Donc, on est bien toujours dans cette prise en compte de ce qui fait République ou ce qui fait société politique, mais aussi tu nous proposes alors c'est un livre de géographie en même temps, mais bon, on sait bien qu'on ne fait pas d'histoire sans faire de géographie, et réciproquement. Tu nous proposes une sorte d'histoire politique locale, une histoire politique des municipalités, parce que c'est autour de ces choix, et des choix qui sont parfois consensuels, mais parfois au contraire donnent lieu à des vraies bagarres politiques. Tu réussis à entrer dans les petites villes, les petites communes, mais aussi dans les villes plus importantes, sur quelque chose que les Anglais font plus facilement que nous, qui est une histoire politique municipale. Et donc, est-ce que tu pourrais un peu nous citer quelques enjeux, et puis après tout peut-être autour de quelques figures de gauche, puisque nous sommes sous les auspices de Jean Jaurès. Alors, les municipalités sont forcément partie prenante dans cette affaire de statuaire publique, même si le projet n'est pas venu de la municipalité, ce qui est souvent le cas. Souvent, c'est une association des amis c'est une académie provinciale, c'est un organisme savant qui veulent ressusciter la figure de tel écrivain, de tel savant, etc. Mais la municipalité est forcément présente, il faut son accord pour octroyer un terrain. Donc forcément, et éventuellement donner des subventions, ce qui est souvent le cas. Donc, il faut forcément une délibération du conseil municipal, un avis de la commission ad hoc. Et ça, on a des archives de ça. Dans toutes les archives municipales, il y a bien sûr les PV de délibération se rapportant à ces délibérations sur les statuts comme à toutes les autres. On trouve très souvent dans les archives municipales les plans d'architectes, les levées, etc. Et puis les programmes d'inauguration, tout ça, ça se trouve dans les archives parfois municipales. Des articles de presse, si ça a été oui, par exemple, je vois, ou même tout simplement pour rendre compte, par exemple, aux archives municipales de Dijon, où j'ai beaucoup travaillé, il y a des dossiers vraiment extrêmement importants, par exemple, sur le monument Garibaldi, qui a été inauguré à Dijon en 1899 ou 1899, je crois. Donc il y a un très épais dossier, mais également sur Rameau. Bon, on trouve aussi beaucoup de choses, donc comme je l'ai dit, dans les archives départementales et dans les archives nationales, ne serait-ce que pour les décrets d'autorisation ou des choses de genre. Alors,
ça ne se passe pas toujours bien dans les municipalités, parce que tout le monde n'est pas d'accord pour ériger une statue à tel ou tel grand homme. Par exemple, pour Garibaldi, à Dijon, bien sûr, les opposants de droite n'étaient pas d'accord. On peut penser aussi à la statue d'Ernest Renan à Tréguier, qui a été érigée en 1903, et où l'inauguration, d'ailleurs, a donné lieu à des troubles vraiment très, très importants, où il a fallu déployer la troupe, où il y a eu vraiment des affrontements qui ont pris fin grâce à la pluie qui s'est mise à tomber. Il y a eu également des affrontements à Pons en 1926, quand on a érigé le buste, le monument en hommage à Émile Combes, et où il y a d'ailleurs eu, alors c'était plus une opposition venue, oui, Charente, c'était plus une opposition venue de l'extérieur, puisque des camelots du roi étaient présents le jour de l'inauguration, qui a eu des troubles et qu'un manifestant opposant est mort, un gendarme ayant tiré un coup de feu qui l'a mortellement blessé. La dernière victime de Combes, c'était mais par exemple, sur un sujet qui t'est cher, sur cette république anticléricale, quand est-ce que reviennent les statuts de personnages religieux? Moi, je pense au pape Gerbert à Aurillac, mais oui, mais alors... Est-ce que, parce que cette république qui n'aime pas les catholiques, est-ce qu'elle va quand même laisser faire? Ça a été un de mes grands étonnements, c'est de voir que les statuts d'ecclésiastiques sont quand même assez importantes dans le livre, en France, pardon. Et donc dans le livre, puisque le livre, je les ai mentionnés, ça tourne autour de 200. Et parmi ces 200 ecclésiastiques, il y a effectivement 5 papes. Donc tu parles de Gerbert, devenu Sylvestre II, qui a été inauguré, si je me souviens bien, sous la monarchie de Juillet, et qui est une statue de David d'Angers. David d'Angers ayant le sculpteur qui a le plus grand nombre de statues en place publique. Mais mon autre grand étonnement a été de voir que, y compris sous la République, et notamment sous la Troisième, les inaugurations d'ecclésiastiques ont continué. Alors, ça mais y peut compris être... dans la phase très difficile de l'avant-première guerre mondiale. Oui, puisque bon, je n'ai pas mon tableau Excel sous les yeux là, mais si je me souviens bien, Monseigneur Frépel, évêque d'Angers, a été inauguré sous la Troisième République avant 1914, alors que c'était un anti-républicain absolu. Bon, mais ça s'explique par le fait justement que les statues sont érigées dans des villes après délibération du conseil municipal. Donc, si le conseil municipal est d'accord pour qu'une statue soit érigée dans cette ville, ça se fait sauf refus du décret d'autorisation. Si le préfet ou le gouvernement... Alors, le préfet ou ministre de l'Intérieur... C'est arrivé, ça ? Il y a eu j'ai trouvé quelques refus d'autorisation, effectivement, mais je dois dire que je les ai pas non plus systématiquement recherchés. Mais il se trouve qu'une historienne d'art qui a beaucoup travaillé sur les statues et qui est actuellement conservateur du musée Rodin, Catherine Chevillot, il se trouve qu'elle explique qu'à partir des années 1890, en fait, le décret d'autorisation est devenu une simple formalité, et qu'elle dit même qu'elle a trouvé des décrets d'autorisation dont la date est postérieure à la date d'inauguration de la statue pour laquelle on accorde l'autorisation. Donc, c'est ce qui explique aussi que même dans des temps très difficiles, on a pu inaugurer ces statues d'ecclésiastiques. Donc, j'ai dit des papes, des évêques. Alors, Monseigneur Frépel, il se trouve que c'est un évêque contemporain. Il était évêque d'Angers, député du Finistère. On a bien sûr des évêques... Est-ce que le chanoine Kir a sa statue ? Il a un buste. Et on le voit avec un verre à la main ? Non, on ne le voit pas avec un verre à la main. Et de manière assez infamante pour sa mémoire, on l'a mise à Dijon, parce qu'il a aussi un buste dans son village natal. Mais à Dijon, on l'a mis dans un endroit
où il est très difficile de le trouver et où C'était donc quand même pratiquement... une grande figure de la vie locale. Oui, c'est une grande figure de la vie locale. Alors on l'a mis dans un coin reculé sur les rives du lac qu'il a contribué à créer, un lac artificiel. Mais vraiment au bout de ce lac, personne ne le voit. Il faudrait le rapatrier en ville. On va s'occuper du chanoine. Alors, une autre période difficile pour les statues, si j'ose dire, surtout celle en bronze, c'est Vichy. Alors, Vichy a effectivement été une période absolument terrible, dramatique pour les statues, puisque en octobre 1941 est votée une loi sur la mobilisation et la récupération des métaux non ferreux. Donc, en ce qui concerne les statues, c'est bien sûr les statues de bronze. On récupérait par ailleurs le plomb, le zinc, l'étain, etc. Et ce bronze, une fois refondu, permet de récupérer du cuivre dont arguait Vichy, l'agriculture et l'industrie française avaient besoin. C'était pas pour les Allemands ? Alors, les textes disent pour l'agriculture et l'industrie française, et notamment pour le sulfatage des vignes dans le domaine de la viticulture. En réalité, ces statuts, une fois déboulonnés et une fois cassés, partait effectivement vers l'Allemagne, notamment dans une fonderie d'Hambourg. Mais dans les textes et dans les correspondances, on voit mentionner, et dans les affiches, des affiches de propagande. Je pense que personne n'était vraiment dupe. Alors, un de mes grands étonnements, aussi parce que j'ai eu beaucoup d'étonnements en travaillant sur ce livre, un de mes grands étonnements a été de voir que le sous-préfet délégué de Dole, donc sous-préfet délégué pour le Jura occupé, qui dépendait du préfet régional en poste à Dijon. Donc, il y a une correspondance entre le préfet et ce sous-préfet qui s'oppose absolument à la refonte de la statue de Pasteur à Dole. Entre parenthèses, cela prouve qu'il n'y a pas essentiellement un nettoyage idéologique qui se fait. Le programme de Vichy, c'est de récupérer... C'est de récupérer le plus possible de cuivre. En principe, on ne devait pas prendre les statues érigées avant 1860, mais il y en a qui l'ont été. On ne devait pas prendre les statues présentant un intérêt esthétique ou historique absolument indéniable. Mais ce sont des avis subjectifs. Enfin, donc, mais si les statues étaient classées, on ne devait pas les prendre, ou si elles étaient antérieures à 1860, mais ça n'a pas toujours été respecté. Donc, cette récupération, elle visait donc à récupérer du cuivre, et donc dans certains cas, les préfets, les sous-préfets, les commissions départementales constituées n'y allaient pas par 4 chemins et avaient un objectif, tant de kilos de cuivre, tant de tonnes de cuivre. C'était Pasteur, pas grave. On mettait Pasteur sur les listes. C'est-à-dire, j'imagine, il y a une première série qui ne posait aucun problème parce qu'ils étaient perçus comme n'entrant pas du tout. Mais Pasteur aurait dû être immédiatement échappé, évidemment. Comme grande gloire nationale. Voilà. Aurait dû. Il y a tout un ensemble de statuts que j'ai appelés Vichysso-compatibles. Par exemple, des statuts d'évêques. Par exemple, Monseigneur Frépel à Angers, dont il était question tout à l'heure. Si on prend les critères idéologiques de Vichy, Monseigneur Frépel, évêque, député anti-républicain, n'aurait jamais dû être fondu. Il l'a été. Pasteur a été sauvé. Et précisément là où je voulais en venir, tu disais personne n'était dupe. Eh bien si, précisément, et ça a été mon étonnement, le sous-préfet du Jura, parmi les arguments qu'il avance pour dire il ne faut pas refondre la statue de Pasteur parce que, dans ces parce que, il y avait le raisonnement suivant: vous allez donner crédit aux mauvais Français qui prétendent que le cuivre n'est pas pour l'agriculture ou l'industrie française, mais part pour l'Allemagne. Et en le lisant, je me suis dit, mais lui,
il y croit que ça sert, ou il fait semblant. Comme enfin, c'est assez ambigu. Ouais. C'est assez ambigu. Donc, alors, des listes départementales entières, donc dressées par les autorités françaises, hein, il faut bien insister, déboulonnées par des entreprises françaises, acheminées par des entreprises françaises. Alors, avec cette nuance extrêmement, enfin c'est plus qu'une nuance, avec cette information extrêmement importante qu'il faut ajouter, c'est que si on peut compter en milliers le nombre de statues qui ont été déboulonnés, or il y a un nombre non négligeable de statues qui ont été subtilisées par des résistants de manière absolument invraisemblable. Si on prend la statue de Lafayette au Puy, elle fait plus d'une tonne, elle fait plus de 1000 kilos. 70 résistants arrivent à l'enlever nuitamment de l'endroit où elle avait été entreposée en attendant son transport. Et avant qu'elle n'était pas encore brisée. Elle a été, cette statue, camouflée jusqu'à la fin de la guerre dans une ferme des environs. Et il y a actuellement, à l'entrée de cette ferme, et sur la statue de Lafayette, des plaques qui rappellent ce qui s'est passé. J'ai plusieurs autres exemples comme ça. La statue du général Championnet à Valence, la statue du général Clerc à Salins. C'est pareil. Le général Clerc, il n'y avait aucune raison de déboulonner la statue du général Clerc. Sauf à récupérer le métal. Je veux dire, aucune raison non, mais je pense qu'au départ, c'est pas idéologique, mais que peut-être le critère de sauvetage, lui, peut... Oui, d'une part, il a varié, et d'autre part, quand on s'est rendu compte, parce que avant la refonte des statuts, il y avait eu une récupération des objets de la vie quotidienne. Donc, comme ça n'avait pas porté ses fruits, on se tourne vers les statues de préférence aux cloches des églises qui ont été épargnées. Et quand on s'est rendu compte que la première vague d'enlèvement des statues ne donnait pas tout ce qu'on en attendait, il y a eu deux relances. Et quand c'est Abel Benard qui s'est occupé de cette affaire-là, les circulaires adressés aux préfets régionaux se sont faits de plus en plus pressantes. Mais en même temps, plus il y a de circulaires et moins une politique c'est ça qui est intéressant. Plus il y a de circulaires, plus ça montre que ce qui a été demandé ne marche pas. Mais c'est là qu'on trouve les phrases les plus... les plus marquées idéologiquement, et c'est sur ces phrases des dernières circulaires d'Abel Benard qu'on s'est focalisé pour dire que cet enlèvement des statues était idéologique. Parce qu'effectivement, Abel Benard écrit dans une circulaire... Et il écrit dans une circulaire qu'une fois qu'on a vraiment enlevé toutes les statues qu'il faut enlever, il ne restera plus que les statues qui sont vraiment dignes de la France et représentatives de la France. Quittons cette triste époque. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un regain de la statuaire publique depuis peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc, si on devait comparer, est-ce que c'est les mêmes types, évidemment pas les mêmes personnes, mais est-ce que c'est les mêmes types d'hommages qui sont rendus, disons, au début du XXIe siècle et au début du XXe? Est-ce qu'il y a des typologies Alors, les écrivains, toujours? Et il faut préciser qu'à partir des années 50, 50, 60... il y a eu quelques résistants, quand même. On a de toute façon, immédiatement après la guerre, d'une part remis en place un certain nombre des statues refondues, pas toutes, mais on a remis en place un certain nombre, tout dépendait. Bon, d'abord, on a remis en place celles qui avaient été sauvées, qu'on a retrouvées dans des entrepôts, etc., etc. Il y en a dont on avait le moulage, donc on les a refaites, mais on en refait encore des statues refondues. Et puis, il y a eu un certain nombre de statues de résistants, effectivement. Plutôt en pierre, non? Il y a les statues qui ont été refaites, en général, ont été refaites dans les années 50, ont été refaites en pierre, et souvent une pierre de synthèse de mauvaise qualité. En général, ce ne sont pas de belles statues. Et puis, à partir de la fin des années 50, années 60,
je pense, sous l'influence de l'art minimaliste, de l'art conceptuel, de l'art non figuratif, les statues figuratives de grands hommes sont devenues, pour parler familièrement, ringardes. Ce n'était plus considéré comme une forme, ni une forme d'art, ni une forme d'hommage, hein, les deux. Même un art Voilà. un peu pompier. Comme... Si on rendait encore des hommages à des grands hommes, c'était sous une forme métaphorique, soit purement... Les discours d'André Malraux. Oui, mais encore qu'André Malraux, je me demande s'il n'a pas... Non, je pensais à des statues, par exemple, à des œuvres comme celle de l'hommage à Camus, de Bernard Pagès, qui doit se trouver à Nîmes, je crois. Enfin, vraiment... Des statues abstraites. Des monuments totalement abstraits. Et parfois des monuments, alors il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la dernière photographie du livre d'ailleurs, du sculpteur Robert Rigaud, des monuments figuratifs mais métaphoriques. Enfin, je ne sais pas si un historien d'art s'exprimerait comme ça. Il s'agit du monument Eiffel à Dijon, qui est bien figuratif, mais qui ne représente pas Eiffel, qui représente un gigantesque oiseau de bronze qui s'élance vers le ciel. Et donc, il y a un abandon de ces statues figuratives de grands hommes dans les années 60, 70, 80, et à partir des années 90 et surtout 2000, alors là, le mouvement de la statuaire publique est reparti, et je dois dire que Tu t'en réjouis? Je m'en réjouis. En général. Un petit peu avant, moi je crois, je me souviens de Mendes France qui doit être au Luxembourg, de François Mauriac du côté de l'EHESS, du capitaine Dreyfus qui a beaucoup bougé. Ils sont des années Mauriac, mais c'est les années 90, c'est pas avant. 90, c'est pas avant. Bon, capitaine Dreyfus, c'est un peu avant. La statue de Tim. Oui, la statue de Tim, puisqu'elle a été d'abord aux Tuileries. Oui. Donc là, on est vers le deuxième moitié des années 80, mais bon... Je ne sais plus de quand elle date, celle de Tim, dont le destin a été très malheureux, puisqu'on personne n'en voulait, on l'a transportée... et c'est encore compliqué. Et elle est toujours... elle est en fait sur une toute petite place oui, mais sur le boulevard Raspail. Oui, sur le boulevard Raspail. De toute façon, plus personne ne regarde des statues, donc... Et donc, il y a quand même un regain. Le regain, il date vraiment plutôt de la fin des années 90 et années 2000. Et je ne me l'explique pas véritablement. Et je me l'explique d'autant moins qu'en fait, l'art de la sculpture figurative n'est plus enseigné dans les... J'ai rencontré plusieurs sculpteurs et qui m'ont dit qu'ils avaient appris eux-mêmes l'art de sculpter du figuratif auprès de vieux sculpteurs. Et par exemple, quand on regarde les dossiers de commande de ces œuvres, on peut penser au Léon Blum... De la place du même nom. Est-ce qu'on voit d'où ça vient? Est-ce que c'est pas le Jack Lang, ministre de la Culture, qui se dit qu'il faut faire une politique de François Mitterrand? Dans les années 80, il y a eu ce moment très précis, effectivement, des commandes de Jack Lang et des commandes de l'État. Donc, quand il y avait Jack Lang à la culture, qui sont d'ailleurs pas toujours des statues figuratives classiques. Si on pense par exemple au Rimbaud d'Ipoustéguy, qui se trouve vers Sully-Morland, vers l'Arsenal, on peut pas dire que ça soit une statue très, très classique. Mais effectivement, il y a eu ce coup de pouce à la statuaire publique donné par Jack Lang et Mitterrand qui appréciait effectivement. Des statues de François Mitterrand, il y en a? Oui, il y a même beaucoup de statues de François Mitterrand. Je crois qu'il en a 10 ou 11. Alors, il y a sa grande statue de Lille, qui est de Jean Cardot, je crois que c'est Jean Cardot, qui a été inauguré en 1998, je crois. Autrement, il a une statue à Jarnac, il a une statue à Château-Chinon, il a une toujours statue... Non, je crois qu'il l'a à Lille, autrement il l'a pas toujours. Il a une statue à Souston, avec son chien Baltique qui chemine à ses côtés et dont on avait coupé la queue. D'ailleurs, le chien a eu sa queue coupée. On l'a retrouvé ultérieurement dans un fossé. Il a une statue, il a un buste à la gare à Saint-Brieuc, vers la gare, je crois. Il a un buste... Elle est incollable. Il a un buste absolument étonnant
je crois que c'est à Outreau, je crois, qui est un immense buste pris dans un talus, dans un lotissement, et la tête de Mitterrand occupe ce lotissement. Et ça fait hurler des voisins qui avaient... C'est un homme qui aimait la terre de France, donc après Oui. tout, il y a une forme de... Disons que les gens qui avaient acheté un logique. pavillon dans ce lotissement l'avaient pas forcément acheté pour avoir cette tête de Mitterrand. Et il y a eu des plaintes, mais non, il est bien représenté, François Mitterrand. C'est un des présidents de la République, enfin De Gaulle a été bien représenté, mais De Gaulle, c'est à la fois 18 juin, à la fois le président de la République, c'est un peu compliqué. Pompidou doit avoir 3 ou 4 statues. En Auvergne. En Auvergne, il en a une à Saint-Flour. Oui, il en a une à Saint-Flour. Il en a une à Paris, sur les Champs-Élysées. Je crois qu'il en a encore. Je pense qu'il en a une à Montboudif également. Oh, pardon. Je crois qu'il en a une à Montboudif. Bon, bref, Alors, il y a alors attends, tu me demandais, est-ce que les gens statufiés sont les mêmes que ceux qu'on statufiait avant? Non. Alors oui et non. On continue. Par exemple, autour de l'anniversaire, du centenaire de la mort de Jean Jaurès, il y a eu un certain nombre de statues et de Jean Jaurès qui ont été inaugurées. À Lens, à Pierrefitte, on continue également de faire des statues de Gaulle. On continue de faire des statues, par exemple, il y a des statues de Jean-Paul II qui ne sont pas si anciennes que ça. On continue de faire des grands personnages de l'histoire de France. Il n'y a pas très longtemps, on a inauguré quelque part dans le sud-ouest une statue d'Élisabeth Cibot qui représente le maréchal Murat. Une autre sculptrice contemporaine du Barry a inauguré il n'y a pas tellement longtemps une statue d'Artagnan. Donc il y a toujours ce type, d'Artagnan était à la fois un personnage littéraire et un vrai personnage. Donc on fait toujours ce type de personnage appartenant à l'histoire de France. Période plus ou moins ancienne, mais il y a une pipolisation de ce peuple de statues qui est absolument indéniable. C'est Dalida. Alors, il y a Dalida, Édith Piaf. Là, on reste quand même on est dans le registre d'une chanson qui est devenue classique maintenant. Bon, j'allais dire une sottise, c'est pas tout à fait la même chose avec Johnny Hallyday dont la statue a été inaugurée à Viviers. L'an dernier, oui, il y a une statue de Johnny Hallyday qui a été, parce que la mère de Johnny Hallyday est enterrée à Viviers, donc c'est là que sa statue a été érigée en juin 2018, donc c'est vraiment très récent. Elle a beaucoup déplu d'ailleurs aux adorateurs de Johnny Hallyday parce qu'il ressemblait plus à Elvis Presley ou à je ne sais qui qu'à lui-même, donc on vient de refaire son visage. Et là, il y a un Russe qui a fait don à la France d'une deuxième statue de Johnny Hallyday, une statue absolument monumentale, Johnny sur sa moto. La statue fait 4 mètres de long et 1,80 m de haut. Et ce Russe, dont je n'ai pas retenu le nom, veut l'offrir à la ville de Paris, qui a l'air extrêmement réservée. Et donc, cette statue irait quelque part. Elle irait quelque part dans l'Essonne, à Limace, peut-être. Et donc, on peut donner des sportifs également, Marcel Cerdan, Raymond Coppa, dont on vient d'inaugurer une statue à Reims. Bref, une pipolisation des statues avec des sportifs, des chanteurs, des acteurs, une Miss France. Bon, voilà. En tout cas, pour le socle, il faut se reporter au Lalouette. On va appeler ça comme ça, le Lalouette. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci, Marc-Olivier.